En 1810, l'Empire français est à son apogée, Napoléon étant le maître de l'Europe occidentale. Ne lui manque qu'un héritier pour perpétuer son nom et sa dynastie. Il sait à présent que Joséphine ne peut lui en donner. L'empereur cherche donc, comme il le dit si bien, un ventre à épouser. Ce ventre, ce sera celui d'une archiduchesse autrichienne prénommée Marie-Louise. Ce n'est évidemment pas la première fois qu'une jeune aristocrate est sacrifiée sur l'autel de la raison d'État, surtout si cela peut préserver une paix durable. Marie-Louise, âgée de 18 ans, rejoint ainsi la France afin d'épouser l'ogre corse qui lui en a 40. Pour ce mariage, Napoléon ne lésine pas sur les moyens. En effet, pour lui, c'est l'occasion de légitimer son régime aux yeux des autres souverains européens qui le considèrent comme un usurpateur ayant ravi le trône de Louis XVI. Dès lors, le budget de la cérémonie va littéralement exploser. 500 000 francs pour les carrosses, 295 000 francs de budget pour les illuminations, plus de 300 000 francs pour le grand maître des cérémonies. Une armée de petites mains sont chargées d'imprimer les billets d'invitation, de décorer la chapelle et la grande galerie du Louvre, de se fournir en tapisserie, tapis et banquettes. Au final, les dépenses dépassent les 4 millions de francs, soit quasiment autant que pour le sacre à Notre-Dame en 1804. À titre de comparaison, cela correspond à 4 fois le budget annuel d'un ministère de l'époque. Le 1er avril, le couple se marie civilement au château de Saint-Cloud. Ce n'est que le lendemain que tout le monde se presse pour le mariage religieux prévu, lui, au Palais du Louvre. L'office a lieu dans le salon carré, décoré par l'architecte Fontaine. La cérémonie est quant à elle présidée par le cardinal Fesch, à la fois oncle de l'empereur et grand aumônier de l'Empire. C'est peu dire que cette cérémonie se présente déjà sous de mauvais auspices. Et pour cause, le mécontentement gronde à la cour, puisque les sœurs et belles-sœurs de Napoléon, en personne, se refusent à porter la traîne de l'Autrichienne, surnom de Marie-Louise, en référence à Marie-Antoinette, qui n'est autre que sa grande tante. La nouvelle impératrice ne fait pas davantage l'unanimité auprès des bonapartistes qui n'ont pas oublié Joséphine. Les républicains, quant à eux, la détestent du fait de sa parenté avec la reine décapitée, alors que les monarchistes ne lui pardonnent pas de donner, avec ce mariage, une sorte de légitimité à la famille Bonaparte. Pour l'instant, Marie-Louise semble à 1000 lieues de réaliser toute l'animosité qui se concentre sur sa personne. Sa préoccupation semble davantage se porter sur ses problèmes dentaires. En effet, la jeune femme souffre au même moment des dents de sagesse. Un grand bandeau lui couvre le front et les oreilles pour cacher une enflure. La cérémonie passée, les jeunes mariés se préparent à leur nuit de noces. Cependant, peu de gens savent que celle-ci a déjà eu lieu. Napoléon, en conquérant pressé, a déjà pris de l'avance. Dès l'arrivée de Marie-Louise, le 27 mars 1810 à Compiègne, l'empereur s'est littéralement jeté sur elle à la fin du dîner. Il aurait dû attendre la bénédiction nuptiale, mais ce dernier, estimant qu'il avait déjà été marié par procuration à Vienne, décida d'ignorer le protocole. Il est vrai qu'il voulait rapidement un héritier, ce qui fut chose faite puisque l'Aiglon naquit en mars 1811. Pourtant, ni ce mariage ni cette naissance princière n'empêcheront la chute de l'Empire près de 3 ans plus tard.